Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le DAF Fresh Morning, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Tu as regardé le match? Oui, j'ai regardé le match. Qu'est-ce que tu as pensé de la magnifique victoire du Real de Madrid? Je crois que le Real l'a remporté, non pas parce qu'elle était la meilleure équipe sur un plan technique, mais je pense que c'est le mental qui a vraiment fait le dessus. Donc tu as dit que City n'ont pas le mental? Non, en ce moment, non. Sincèrement, depuis la fin de l'année dernière, je ne sais pas ce qu'ils ont mangé la fin d'année dernière, mais depuis le début de l'année 2025, ils sont quand même dans une situation assez étrange. On n'est pas habitué à voir City autant dans le creux de la vague, comme on dirait, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire que ils ont du mal à tuer les matchs. Aujourd'hui, ils ont du mal c'est-à-dire que d'abord gagner, c'est compliqué. Même faire des nuls, c'est compliqué. Et même avant, on pensait que lorsqu'ils menaient au score, il était plus facile pour eux de l'emporter. Même aujourd'hui, maintenant, on voit que c'est pas du tout le cas. C'est le 5e match qu'ils perdent après avoir ouvert le score ou après avoir mené depuis le début de l'année 2025. Donc, ça en dit long, je pense, sur l'état d'esprit des joueurs de City. Je ne pense pas que ce soit dû à leur qualité physique ou qu'ils aient une méforme physique. Non, c'est toujours les mêmes joueurs qui ont terrorisé les défenses européennes depuis une dizaine d'années aujourd'hui. Mais quand même, depuis le début de l'année 2025, enfin depuis même la fin de l'année dernière, ou depuis le début de cette saison 2024-2025, on sent une City qui vraiment balbutie, est incapable de véritablement dominer le jeu, de vraiment être en capacité de rebondir, quoi. Quand elle est dans l'adversité, on avait cru que lors du dernier match où ils avaient mis, je crois, 6-0 à Bournemouth, que les choses étaient définitivement rentrées dans l'ordre. Mais on voit qu'avec cette défaite face au Real, les choses ne sont pas aussi simples que ça, que City encore. S'il y a un footballeur que tu devais enlever, un joueur que tu devais enlever hier dans l'équipe du Real, tu aurais enlevé qui? Un joueur que j'aurais enlevé hier dans l'équipe du Real. Bon, pour moi, Tchouaméni, Je savais que c'est Tchouaméni. C'est Tchouaméni, pour moi, c'est-à-dire que le problème de Tchouaméni, c'est un super joueur, mais c'est son manque de constance. Tu comprends? C'est son manque de constance. Et puis, je pense que il n'est pas comme Kamavinga qui a la capacité de s'adapter quels que soient les postes. C'est-à-dire que tu le mets quelque part, il va balbutier peut-être au début, mais après, très vite, il va s'adapter, il va vraiment s'imposer à ce poste. On l'a vu, il y a 2 ans, jouer latéral droit. Tu vois, non, il était arrière droit. C'est un poste qu'il n'avait jamais joué. Il a toujours été un milieu, mais on lui a dit, pour l'équipe, mets-toi là. Et au début, balbutiait, mais après, très rapidement, il a trouvé ses marques et il a pu vraiment donner faire de très bonnes performances à ce poste-là. Or, Tchouaméni n'est pas dans cette capacité-là. Une fois, on l'avait fait jouer milieu défensif, ça avait été catastrophique. Donc, c'est quelqu'un que je pense qu'il a du mal à s'adapter dans d'autres registres que le poste de milieu offensif dans lequel il a toujours évolué. Et ça, c'est un problème parce que le Real, c'est une équipe où personne ne doit se mettre dans une zone de confort. C'est-à-dire que moi, je joue à ce poste-là et uniquement à ce poste-là. Non, tu peux être appelé à jouer à n'importe quel poste. Je me rappelle par exemple que Karim Benzema, lui, il a toujours voulu jouer en neuf, c'est-à-dire en pointe. Mais il y a des fois, on lui a dit non, tu dois jouer sur le côté. Ça ne l'avait pas empêché quand même sur le côté de délivrer pas mal de passes décisives et de mettre des buts. Or là, en l'occurrence, pour Kamavinga, je sens qu'il n'a pas cette capacité-là d'adaptation. Or, c'est vraiment une qualité indispensable quand on veut jouer au Real de Madrid. L'actualité internationale nous emmène où? On va en Afrique de l'Ouest où on va constater l'effectivité du divorce entre les pays de l'AES et l'organisation ouest-africaine, donc la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO. Il faut savoir qu'en décembre dernier, le 9 décembre, ils avaient acté le départ définitif de ces 3 pays-là. Donc le Burkina Faso, le Niger et le Mali, sous réserve d'une période de transition de 6 mois durant laquelle il y aurait encore des discussions et au cours desquelles ils espèrent éventuellement peut-être un revirement de la part de ces pays pour rester dans l'organisation. Mais évidemment, en attendant, il faut bien que le divorce qui a été prononcé puisse véritablement rentrer dans les faits et c'est la raison pour laquelle la Commission a
envoyé une notification aux 135 fonctionnaires issus de ces 3 pays-là. Dans cette notification de fin de contrat, en quelque sorte, c'est une rupture de contrat qui se fait sans préavis ni négociation préalable, puisque, évidemment, la discussion a été faite à un niveau supra-étatique. Et donc, de ce point de vue-là, ces 135 fonctionnaires de la CEDEAO ont reçu donc leur préavis, actant la rupture de leur contrat à compter du 30 septembre 2025. Donc, ils ont à peu près encore 7 ou 8 mois pour travailler au sein de la CEDEAO, le temps pour eux de, évidemment, préparer leur départ et évidemment aussi préparer leur après-CEDEAO. Parce qu'il faut savoir que pour certains de ces fonctionnaires, et pas des moindres quand même, il y en a qui avaient passé beaucoup d'années à la CEDEAO, qui ont même fait l'essentiel de leur carrière. On estime environ que parmi eux, il y a des fonctionnaires, par exemple, qui ont fait plus de 20 ans, ils n'ont travaillé qu'au sein de la CEDEAO, ils n'ont jamais travaillé dans leur pays d'origine. Et donc, il va falloir, au cours de cette période-là, ça va leur permettre également de pouvoir réfléchir sur ce qu'ils voudraient, quelle orientation ils voudraient donner à leur avenir. Est-ce qu'ils voudraient rester dans les pays de la CEDEAO, ceux qui sont restés dans la CEDEAO, pour continuer à y travailler sous une autre forme, donc être comme une espèce d'expatriés, ou bien ils voudront aller tenter leur chance dans leur pays d'origine, donc repartir au Burkina, au Niger ou au Mali pour donner une nouvelle orientation à leur carrière. Il faut savoir que pour certains d'entre eux, ils vont recevoir une indemnité qui va correspondre à 3 mois de salaire avec 1 mois de salaire supplémentaire par année d'ancienneté. Donc, ce qui va leur permettre, c'est pas grand-chose, parce qu'il faut savoir que en réalité, les textes, enfin, cette indemnité qu'ils vont percevoir, c'est celles qui sont prévues par les textes. Et donc, pour certains, notamment ceux qui ont une petite carrière, qui avait quand même une carrière courte au sein de la CEDEAO, cette indemnisation ne va pas représenter grand-chose. Mais au moins, la période, on va dire, c'est pas une période, la période entre le moment où ils reçoivent leur courrier et le mois de septembre prochain, comme je l'ai dit plus tôt, ils auront la latitude de choisir quelle orientation donner à leur carrière. Est-ce qu'ils voudront rester travailler dans l'un des pays qui est toujours dans la CEDEAO pour faire valoir leur expérience et leur expertise, ou bien ils voudront repartir dans leur pays d'origine. Et là, évidemment, il faut savoir qu'en amputant de ces 3 pays, en quittant la CEDEAO, ils amputent quand même cet espace-là de 75 millions d'habitants. C'est quand même un marché considérable. Et pour les États de l'AES, c'était bien entendu un divorce sur lequel ils ne voudraient pas revenir en arrière. Et par ailleurs, ils ont déjà fait savoir qu'ils sont prêts à discuter sur les questions qui restent en suspens. Il faut savoir que, par exemple, les questions liées à la liberté de circulation des biens et des personnes, ainsi que les programmes économiques et des infrastructures qui sont financés par la CEDEAO dans ces 3 pays, il faudrait évidemment que l'on discute sur quel avenir donner, évidemment, notamment à ces programmes économiques, mais aussi il s'agira de fixer le nouveau cadre de relations entre les pays de l'AES et ceux qui sont restés dans la CEDEAO. Donc c'est ce cadre-là qui va maintenant être fixé. Les 3 pays de l'AES ont déjà fait savoir que de leur point de vue, ils vont négocier ça de manière conjointe. Ils vont porter ces négociations-là, non pas au niveau d'État par État, mais ils ont décidé que ces négociations de sortie de la CEDEAO vont se faire dans un cadre commun qui est celui de l'Alliance des États du Sahel. Et donc là, véritablement, on assiste, un peu comme la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, on assiste à la sortie de 3 pays, donc le Burkina Faso, le Niger et le Mali, de la CEDEAO. Reste à savoir si la CEDEAO va rapidement mettre en place, désigner des négociateurs qui vont discuter avec les représentants des pays de l'AES et sur quelle base vont se faire ces nouvelles relations, c'est-à-dire quels sont les éléments qui vont entrer en compte. Est-ce qu'on va toujours maintenir un peu un certain cadre communautaire qui fixe par exemple celui de la circulation, la libre circulation des biens et des personnes, la libre circulation des capitaux et des flux financiers. Et donc toutes ces questions-là, comment est-ce qu'on va gérer la question de la sécurité, parce qu'il faut savoir que ces 3 pays quand même font face à une menace djihadiste depuis
plus de 10 ans aujourd'hui. Et donc, comment est-ce que, évidemment, ces relations-là vont se faire sur le plan sécuritaire, sur le plan du renseignement. Et donc, ça, évidemment, et tout ce cadre-là, tous ces différents cadres-là vont être particulièrement intéressants à voir. Mais je pense que pour le moment, comme la CEDEAO n'a pas encore désigné de représentants pour discuter des modalités de départ, parce qu'ils espèrent qu'au cours de ces 6 mois, ils pourraient encore avoir un revirement, parce qu'ils veulent convaincre toujours ces 3 pays-là de rester dans l'espace de la CEDEAO. Et je pense que c'est à l'issue de ces 6 mois-là, lorsque ils auront accepté de manière irréversible la réalité qui est celle que leur brandit les pays de l'AES, c'est-à-dire une sortie définitive et non négociable de la CEDEAO, que, à mon sens, de véritables négociations vont se mettre en place sur, évidemment, l'avenir des relations entre d'un côté l'AES et de l'autre côté la CEDEAO. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. On a des nouvelles de Goma. Oui, à Goma, évidemment, les cessez-le-feu se poursuit. Pour le moment, la ville essaie de panser ses plaies. On estime qu'à peu près, il y aurait entre... Apparemment, j'ai l'impression que les populations de Goma, ils sont avec le M23. Non. Plus que les gars du M23, ils ont fait un meeting à Goma, tout le monde. Mais c'est parce qu'ils tiennent la ville, Et puis, il faut savoir que les populations de Goma et celles du Rwanda, ce sont les mêmes populations. Je prends un exemple pour que les auditeurs comprennent. C'est comme si on se faisait envahir par des Ewondo ou des Bétis du Cameroun. Ils passent par le nord. S'ils viennent habitables, c'est des populations qui sont les mêmes. Elles parlent les mêmes langues, elles ont les mêmes coutumes. Ce sont les mêmes groupes ethniques. D'accord ? C'est juste la colonisation qui les a séparés. Et donc, il y a, dans la même chose à Goma, on a des Tutsis congolais. Et donc, ces Tutsis congolais-là, certains même sont membres des forces armées. Une grande partie de la population de Goma est Tutsi. Et donc, ces populations-là sont normalement de tout cœur avec les Tutsis de Rwanda. On a aussi des populations Hutus-congolaises. Et ces populations Hutus-congolaises aussi combattent le M23. D'accord ? Il y a des groupes armés qui sont proches des Interahamwe, donc les Hutus qui avaient été chassés après le génocide de 1994, qu'ils ont traversé, qui sont allés au Congo, et qui ont aussi formé des groupes armés qui combattent aussi le M23, mais qui ne sont pas, qui ont peut-être passé des accords avec le gouvernement. Donc, il y a toute une pléiade de groupes armés qui sont là. Et à côté, on a un nouvel acteur qui est l'Alliance des forces du Congo, mais qui est, de mon point de vue, un proxy qui a été créé par Kigali, un peu comme à l'époque en 97, quand Museveni et Kagame ont décidé de donner une figure congolaise à la rébellion qui s'était installée à l'est de la République du Congo. Il ne faut pas oublier que c'est par là que Laurent Désiré Kabila était passé avec l'Alliance des forces de libération du Congo pour aller marcher sur Kinshasa. Et donc, en réalité, on savait que c'était les soldats rwandais qui étaient devant. Mais comme on ne pouvait pas cautionner officiellement que ce soit les Rwandais, il fallait donc mettre en avant une figure congolaise pour expliquer qu'en réalité c'est une rébellion congolo-congolaise. Et donc on a mis Laurent Désiré Kabila devant. Donc c'est un peu la même chose avec Corneille Nangaa qui, de mon point de vue, est un proxy de Kigali. Donc ça ne change rien à la nature même du conflit. Donc comme ils ont pris Goma, ils ont pris une grande partie de la ville et donc ils affirment leur puissance en organisant ce meeting-là pour donner une teinture politique en fait. Le fond du problème, il est économique. C'est qu'on a des pays qui veulent accéder à des ressources minières qui ne leur appartiennent pas. Et donc, pour cela, il faut créer une situation d'instabilité. Et donc, cette situation d'instabilité, il faut lui donner une justification politique. Et c'est là où entre en jeu le M23 et l'Alliance des forces du Congo, l'AFC. Donc, il faut bien comprendre ça comme ça. L'AFC et le M23 sont des proxys de pays étrangers, en l'occurrence le Rwanda, c'est même pas moi qui le dis, ce sont tous les rapports faits par les Nations Unies qui le disent, et que ces derniers servent donc de prétexte politique justement à cette présence militaire étrangère dans l'est de la République démocratique du Congo. Donc pour l'instant, le calme est revenu parce qu'il y a eu aussi, il faut quand même le reconnaître, une pression internationale. Je crois que même si on peut déplorer, moi je déplore l'absence de sanctions à l'encontre du Rwanda, qui est quand même l'auteur de cette invasion-là, mais qui bénéficie, semble-t-il, de
puissants relais internationaux, hein, notamment du côté, je pense, des pays occidentaux, qu'aujourd'hui, aucun pays n'a pris le risque de condamner ouvertement ou de demander que des sanctions soient faites, à l'exception de la République démocratique du Congo. Aucun pays, que ce soit africain ou autre, n'a demandé que des sanctions soient prises ni contre l'État rwandais, ni à l'encontre d'un certain nombre de personnalités qui jouent un rôle central dans cette tentative de déstabilisation de la République démocratique du Congo. On reste connecté sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.